Donc, cette leçon 3, intitulée Instruments économiques et financiers de l'AGI, a pour objectif de donner aux apprenants les rudiments de base afin d'identifier les instruments économiques et financiers. Donc, d'abord, faire la différence entre tout ce qui est instrument financier et instrument économique. Et comment mettre en œuvre les instruments financiers et économiques et avoir un aperçu sur les aspects liés au financement de l'eau. Donc, en première partie, comme le principe 3, non pas le principe 3, le principe 4 de la conférence de Dublin, c'est-à-dire au niveau des principes directeurs de l'AGI, le principe 4 est comme suit: l'eau a une valeur économique dans toutes ses utilisations concurrentes et devrait être reconnue aussi bien comme un bien Donc, ici, ce cours est structuré en 3 grandes parties. Importance des considérations économiques dans la gestion intégrée des ressources en eau, c'est-à-dire voir l'eau en tant que bien économique, mais aussi un bien social. Quel est l'intérêt à mettre en œuvre les instruments économiques et financiers au niveau de l'AGI? Et quels sont les critères d'évaluation? Comment l'eau prend une valeur et comment on arrive à donner un coût, un prix à l'eau. Au niveau des instruments économiques et financiers, c'est-à-dire qu'il faut faire déjà la différence entre l'économie et tout ce qui est finance. Et puis voir comment le secteur de l'eau là est financé. Donc, en tant que bien économique et social, il faut dire que l'eau entretient la vie. Bon, comme on a déjà, ça c'est déjà connu, l'eau entretient la vie, c'est un besoin pour l'homme, c'est un besoin vital et aussi c'est un droit. Donc, cette eau-là est considérée comme un bien normalement public. C'est-à-dire, quand vous recevez normalement votre facture de la SODECI, ce que la SODECI vous facture normalement, c'est-à-dire c'est vrai que on calcule la quantité d'eau que vous avez consommée, mais c'est tout ce qui est adduction. Parce que on a fait un forage ou on a fait une prise d'eau, mais tout ce qui est adduction, traitement, en fait, c'est ce qui est facturé. Sinon, ce n'est pas l'eau en tant que ressource qu'on tire. Voilà. Donc, c'est ce qui est facturé à la pompe. Donc, l'eau d'abord, c'est un bien public. Et en tant que bien public, donc, ce bien est caractérisé comme, on a dit dans le cours, par 2 notions, à savoir l'eau n'est pas concurrentielle et l'eau a un caractère de non-exclusion.
Mais cette eau-là, lorsqu'elle devient rare, on va attribuer à ce bien public-là la notion de bien économique pour une meilleure allocation. Donc, lorsque l'eau devient de plus en plus rare, il est essentiel de la considérer comme un bien économique pour une meilleure allocation, puisque son usage et sa consommation par différents secteurs et groupes d'intérêt va prendre aussi de l'ampleur. Donc, on se rend compte que dans un même bassin versant, on a la ressource utilisée pour la consommation domestique, pour l'industrie, pour l'hydroélectrique, pour le transport, pour la pêche, pour l'irrigation. Lorsque l'eau est en quantité et en qualité suffisante, il n'y a pas de problème. Mais lorsque l'eau commence à se faire rare, il faut maintenant il faut considérer ce bien-là comme une ressource économique pour pouvoir faire une meilleure allocation dans ces différents secteurs d'activité-là. Donc, ici, dans cette section, on essaie de faire. Mais pour ça, s'il vous plaît. Oui. Mais pourquoi attendre que ça devienne rare pour lui donner la valeur économique? Puisqu'on sait que de toute façon, si on l'utilise comme ça, le problème va se poser. Pourquoi ne pas anticiper avant? Normalement, c'est-à-dire, c'est quand ça se fera que les problèmes se posent, en fait. Oui, mais puisque de toute façon, on sait qu'en l'utilisant de façon anarchique, le problème va se poser. Oui. Alors, pour éviter que le problème se pose, on peut commencer dès le départ déjà à baliser les choses. Mais maintenant, avec les conséquences en fait, du changement climatique qui sont plus perspectives, maintenant, on se rend compte que il faut considérer l'eau immédiatement comme un bien économique, c'est-à-dire pouvoir payer. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait? L'eau était gérée de manière sectorielle. Il n'y avait pas une gestion intégrée. Il n'y avait pas une gestion intégrée. L'eau était gérée de manière sectorielle. Donc, la planification des besoins était faite par secteur, c'est-à-dire on a un barrage, que ce soit où il y avait un barrage spécialement pour la production de l'électricité, un barrage pour l'agriculture, un barrage pour... Et maintenant, comme on commence à faire une gestion à l'échelle du bassin versant, donc on commence à impliquer les différents acteurs. On commence à impliquer les différents acteurs. Il y a des endroits où il y a des zones où le problème de l'eau ne se pose pas en matière de quantité. Vous voyez, en matière de quantité, ça ne se pose pas. Mais en matière de qualité, je prends l'exemple de l'Europe. En Europe, comme ils font un recyclage, normalement, en matière de quantité, il n'y a pas de souci. C'est pourquoi on ne boit pas souvent l'eau de robinet. Mais en matière de qualité, là, il y a un souci. Nous, ici, on fait souvent, quand on voit l'eau qui est traitée par la Solécie, qui est une eau potable pour la consommation, cette même eau-là est utilisée pour laver les voitures, pour tirer la chasse d'eau. C'est-à-dire, on se rend compte que cette eau-là, il n'y a pas une utilisation optimale. Est-ce que pour tirer la chasse d'eau, on a besoin de rendre cette eau-là vraiment potable? Donc, normalement, on doit peut-être
nous-mêmes se poser des questions aussi. Parce qu'on prend une eau potable pour laver la voiture, une eau potable pour tirer la charge d'eau. Et on se rend compte que lorsque il y a des, comment on appelle ça même là, il y a des soucis au niveau de l'addiction, l'eau va retirer pendant au moins une semaine avant, donc les agents même de la société qui est en charge hein, de la gestion de cette eau-là hein, de ce problème-là. Donc, je suis d'accord avec toi, mais ce n'est pas dans toutes les zones, dans toutes les zones que cette eau-là est rare. Okay. Mais c'est prudent d'une gestion durable, comme tu veux. En fait, c'est prudent d'une gestion durable de toujours considérer cette eau-là comme un bien économique, c'est-à-dire de prendre des mesures en amont pour ne pas être surpris. Voilà. C'est ça. Donc, pour ne pas être surpris. Parce que lorsqu'on fait normalement une gestion intégrée, on va calculer d'abord le potentiel de la ressource. On dispose de combien de quantités d'eau. Et puis, quelle est la quantité renouvelable par an. Et lorsqu'on connaît la quantité d'eau, on peut maintenant allouer, c'est-à-dire, bon, comme l'électricité est primordiale, OK. Les besoins domestiques, on sait que normalement, un homme a besoin de combien de litres d'eau par jour? Non, en moyenne, c'est-à-dire pour son usage, c'est-à-dire consommation, lessive. Je pense à l'époque, on disait quoi? 10 000, non, 10 litres d'eau, donc on faisait voilà, un besoin de 10 litres. Donc, on calcule les besoins. Et en fonction des besoins qu'on fait, lorsque on se rend compte que cette eau-là n'a pas été renouvelée, hein, n'a pas été renouvelée correctement, peut-être à cause des effets du changement climatique, il faut réadapter. Quelle est la priorité? Est-ce que la priorité, c'est l'agriculture? Est-ce que la priorité, c'est la production d'électricité? Est-ce que la priorité, c'est de pouvoir, l'allocation domestique? Et là maintenant, ensemble, on va adopter une approche participative qui va inclure les différents acteurs et on va trouver une solution maintenant consensuelle. Et c'est ce que nous dit l'AGI. On va trouver une solution consensuelle, mais pas une solution technocrate où il y a quelqu'un qui est assis dans son bureau, qui fait ses calculs et vient imposer ça à la population. C'est un peu ça l'objectif de l'AGI. Est-ce que réellement, est-ce que ça peut se faire? C'est pourquoi, la socialisation. C'est pourquoi même le concept de l'AGI même a été beaucoup critiqué. D'aucuns disent que ce sont des principes, d'autres disent que c'est un cadre de réflexion, d'autres disent que c'est un processus pour arriver à un objectif peut-être utopie même. Parce que est-ce qu'on peut avoir, on peut prendre une décision consensuelle, mais à un moment, l'autorité va trancher en fonction de ses objectifs et en fonction de sa vision. Voilà. C'est comme si c'est qui va Oui, mais bien sûr, parce que ça, c'est l'autorité étatique quand même. Donc, le chef de l'État. Il n'y a pas dit je suis à la fin, mais il paie, je suis à la fin. Oui, mais c'est tout ça aussi. Parce que c'est un contexte. Voilà. Voilà, c'est un contexte. Parce que si chez l'autorité, le contexte, il n'y a pas l'électricité, ça c'est pas intéressant. Déjà, voilà. Donc, mais c'est pourquoi, même quand on fait les exercices, il y a des secteurs de priorité. On va pas la zone industrielle. Voilà, la zone industrielle. C'est-à-dire,
les quartiers d'habitation résidentielle, ça, bon, vous consommez. Mais ce qui produit, là, voilà, on va essayer de en fonction. Bon. Ok, donc ici, on a donc cette leçon-là fait la différence entre instruments, ici entre instruments économiques et instruments financiers. Donc, ici, on a noté que les instruments économiques pour l'agir sont des règles rationnelles ou incitatives qui influencent l'allocation et la distribution de l'eau ou des biens et revenus liés à l'eau. Le prix de l'eau, les tarifs de l'eau, les droits d'eau et les politiques de régulation dans le secteur de l'eau sont parmi les instruments économiques les plus importants. En ce qui concerne les instruments financiers, on dit que c'est tout ce qui génère des revenus financiers pour le fonctionnement et le développement du secteur de l'eau. Donc, comme complément, les effets des deux instruments peuvent se retrouver dans un même instrument. Le tarif, quand on prend l'exemple du tarif, en effet, la tarification peut inclure les coûts de traitement et de distribution au partir des finances, plus un supplément pour décourager le gaspillage. On parle de l'économie. Parce que vous allez prendre que lorsque vous prenez votre facture d'eau, plus vous consommez, plus vous voyez que la tarification va augmenter. Parce que au-delà d'un certain cubage, vous allez voir que le prix par mètre cube va augmenter. Donc, on se rend compte que dans l'instrument économique et dans l'instrument financier, quand on prend la tarification au niveau de l'eau, comme je disais là, et en fait, la tarification prend en compte tout ce qui est coût de traitement et distribution de l'eau. C'est-à-dire l'eau en elle-même, on ne paye pas, voilà. Mais tout ce qui est traitement et distribution, ça rentre dans l'instrument financier. Et dans l'instrument économique, on veut décourager ceux qui font du gaspillage. Donc, on va voir que plus vous consommez, plus la tarification va augmenter. Oui. Par exemple, dans les compteurs d'eau, dans les petits compteurs domestiques. Voilà, c'est la même chose. Même les compteurs domestiques, quand vous prenez votre facture, d'abord, il y a voilà, tarif social d'abord. Voilà. C'est-à-dire vous consommez rien, ou même vous consommez, je pense que rien pour faire déjà que vous payez. Après, il y a tarif social, il y a une autre tarification intermédiaire, et puis quand vous dépassez encore, il y a une autre tarification. Ça, c'est pour les biens domestiques maintenant. Pour les industriels, ça c'est autre chose. Donc, c'est pourquoi les industriels, même souvent, qu'est-ce qu'ils font? Eux-mêmes, ils vont faire leur forage. Voilà. Eux-mêmes, ils vont faire leur forage, ils vont faire une allocation, et puis, voilà. Parce que si j'ai besoin de tout faire pour leur forage, voilà. Bon, maintenant, peut-être ceux qui font la bière, ça, je ne sais pas, mais ils ont besoin aussi de comment on appelle ça? Mais de l'eau, mais qui respecte des normes. Voilà, ils ont besoin de l'eau aussi, mais parce que moi, j'aurais un ami qui travaille dans la société de gaz. Et ils ont besoin de l'eau aussi pour pouvoir tester la restrictivité de leur, comment on appelle ça? De leur, voilà. Donc, cette eau-là doit pas être trop minéralisée, voilà. Donc, ils ont besoin de pouvoir tester. Donc, eux, quand c'est comme ça, eux-mêmes, ça fait leur propre courage. Voilà.
ne comprends pas. Vous me faites bien. On a beaucoup d'amis qui ont la bière. Ok, d'accord. Donc, à côté, donc, ici, on a vu un peu que dans la qualification, on peut trouver en même temps les instruments économiques et les instruments financiers. Donc, les instruments économiques sont évalués en termes d'impact sur l'efficacité, l'équité, la durabilité environnementale pour la société et la faisabilité. Je vais revenir sur un secteur qui est très important, prix et valeur de l'eau. Prix et valeur de l'eau. Donc, le principe économique qui sont utilisés dans l'économie de l'eau et de l'environnement sont la couverture de coûts et les pollueurs-payeurs. Donc, les instruments financiers aident aussi à prendre des décisions spécifiques d'investissement. Donc, on peut classer les différents types de valeurs en termes de valeur de l'utilisation directe de l'eau, valeur de l'eau associée à sa conservation en l'état. On a les valeurs aussi indirectes associées aux loisirs et au tourisme. On a les valeurs intrinsèques de l'eau, valeurs découlant d'une certaine satisfaction que des gens peuvent tirer du fait de l'existence d'un bassin ou d'un lac dans une région. Et on a la valeur patrimoniale de l'eau découlant du fait que des gens attribuent à l'eau souterraine une certaine valeur en souhaitant avoir le choix de léguer cette ressource-là aux générations futures, comme on parle des générations à venir. Donc, après, vous avez la latitude de voir un peu tout ce qui est au niveau des méthodes d'évaluation du prix de l'eau. À côté aussi, nous allons voir ce qui est instrument économique et financier de l'eau et les financements sur l'eau. Je pense que cette leçon-là est beaucoup assez technique. Donc, vous avez déjà tout le support pour vous aider pour une très bonne compréhension au niveau des instruments économiques et financiers de la GIE. Ici, l'objectif principal Ok. Donc, concernant la leçon 4, intitulée Implication des acteurs ici de la GIE, je ne sais pas si vous pouvez voir sur l'écran partagé. La leçon 4.
OK. Donc, on va directement avec la leçon 4. Implication des acteurs de l'AGIR. Ici, cette leçon a pour objectif de pouvoir identifier les différents acteurs de l'eau et les mécanismes à mettre en œuvre pour la participation de ces acteurs-là, acquérir la notion sur le genre et avoir les notions sur les conflits écrits et les modèles de règlement. Ici, je pense qu'on va plus s'attarder sur les acteurs. Mais avant ça, on va voir l'approche participative. Donc, dans l'approche participative, il faut inclure tous les usagers, les planificateurs et les décideurs. Donc, on sait que la vision intégrée de l'AGIR est une vision qui montre un changement entre une gestion sectorielle et une gestion intégrée à travers une approche participative, comme ça a été dit dans le deuxième principe directeur de l'AGIR. Dans le deuxième principe directeur de l'AGIR, je vous rappelle, la mise en œuvre ou la mise en valeur et la gestion de l'eau devrait se baser sur une approche participative impliquant les utilisateurs, les planificateurs et les décideurs à tous les niveaux. Donc, l'approche participative donc, au niveau de l'approche participative, on définit l'approche participative et l'approche qui permet d'intégrer puis d'harmoniser les objectifs environnementaux, économiques, sociaux et culturels. Mais il existe plusieurs modèles de planification. Certains favorisent davantage la participation du public que d'autres. Donc ici, nous allons parler de 3 modèles. Donc, le modèle autocratique, le modèle interactif et le modèle de collaboration. Donc, dans la planification autocratique, on dit que cette planification tient compte des connaissances scientifiques. Connaissances scientifiques qui existent sur le sujet et qui fait l'objet de planification, sans se préoccuper des considérations sociales. De plus, l'organisme responsable exerce seule l'autorité en matière de prise de décision. Est-ce que c'est cette approche-là qu'on veut adopter pour une approche participative? L'autre définition, la planification interactive, tient compte à la fois des connaissances scientifiques et des considérations sociales. Toutefois, comme dans la planification autocratique, l'organisme responsable exerce seule l'autorité en matière de prise de décision. Donc ici, elle tient compte à la fois des connaissances